Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 8e épisode de la saison 4 des Temps Forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Alexia, bonjour Monsieur Gélon. Eh bien, pour aujourd'hui, nous vous proposons un éclairage sur les mécanismes du solde de la taxe d'apprentissage avec donc notre invité Richard Gélon, référent alternance et coordinateur régional Soltea de la DRET en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Monsieur Gélon et merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci Madame Bavard. Alexia, je te laisse donner les instructions. Comme d'habitude, quelques petits rappels sur l'organisation de notre événement. Donc, on vous rappelle déjà que l'événement est enregistré et donc que vous pourrez retrouver le replay sur le site du Cariforef, que vous pouvez poser des questions à notre expert. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la rubrique de chat et nous allons reprendre un temps de questions-réponses en fin de webinaire, un petit peu avant midi. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la progression de la présentation de poser vos questions ou de faire part de vos remarques. Pour rappel, donc, vous aurez également accès à une petite infographie de synthèse qui vous sera envoyée par mail d'ici quelques jours, voilà, pour faire le lien avec les éléments clés qui auront été présentés ce matin. Merci Alexia. Eh bien, Monsieur Gélon, on vous laisse la parole pour nous donner tous les éclairages possibles sur le fonctionnement de ce texte d'apprentissage. Merci. Merci Madame Bazin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du solde de la taxe d'apprentissage. Donc, j'ai intitulé « C'est quoi et c'est pour qui ?» Donc, tout au long du déroulé de cette présentation, vous allez pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le solde de la taxe et vers qui ça s'adresse. Donc, première partie, ça sera les généralités sur la taxe d'apprentissage. Deuxièmement, la campagne d'habilitation. On ira voir les établissements et les formations habilitées. Comment on dépose une demande sous Soltea. Comment est faite l'instruction des demandes sous Soltea. Les 2 listes préfectorales réglementaires. Et le parcours, on terminera par le parcours employeur pour les fléchages et la campagne de répartition de l'année précédente avec quelques chiffres. Alors, la taxe d'apprentissage, pour clarifier les choses, donc c'est 0,68% des rémunérations que payent des employeurs. Donc, ce fonds va se répartir en 2 parties, cette taxe d'apprentissage. Une première partie que vous appelez la part principale ou socle, quelque chose comme on veut, qui représente 87% des 0,68%, donc 0,59%. Donc, cette partie-là est versée en versement échelonné, prélevé par l'URSSAF et la MSA, et part sur la partie apprentissage via France Compétences, ensuite les OPCO qui vont rémunérer les CFA pour les prestations de formation. Donc la partie qui nous intéresse, c'est la partie des 13% qui sont prélevés sur les 0,68%, qui représentent que 0,09% des rémunérations, avec la valeur comptable des dons en nature qui peuvent être donnés par les CFA qui peuvent être donnés au CFA et la créance alternance. Donc, le versement est annuel, prélevé par l'URSSAF et la MSA, et ces 0,09% de rémunération vont être mises à disposition par la Caisse des dépôts et consignations sur la plateforme Soltea pour ensuite être versées aux établissements. La campagne d'habilitation des établissements et organismes s'organise de la manière suivante. Le point central, c'est la plateforme Soltea, qui a été mise en place depuis 3 ans, 2 ans pour les établissements. Donc, un établissement fait une demande initiale d'habilitation ou une demande de renouvellement d'habilitation, et c'est obligatoire de faire ces demandes sur la plateforme Soltea, qui est donc gérée par la Caisse des dépôts et consignations. La demande arrivant sur la plateforme Soltea va être donc instruite par les instructeurs. Donc, les différents instructeurs concernés, c'est les services déconcentrés de l'État, type université, rectorat, DRAF, et la région concernée, donc pour nous, la région Bourgogne-Franche-Comté.
Cette organisation demande une coordination qui est assurée par la DRETS Bourgogne-Franche-Comté. La coordination, le coordonnateur se charge de vérifier que toutes les demandes arrivent bien sur la plateforme Soltea, qu'elles sont correctes, bien affectées et que les instructeurs puissent procéder à l'instruction des demandes les concernant. En fin de campagne de dépôt et d'habilitation, l'objectif est d'établir la liste des établissements et organismes éligibles qui est transmis au CREFOP, donc le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, pour avis. Une fois que l'avis a été favorable, eh ben, on peut procéder à la publication des 2 arrêtés, puisqu'on verra plus tard qu'il y a 2 listes sur le registre des actes administratifs. Et une fois que c'est publié sur le registre des actes administratifs, les 2 arrêtés sont publiés sur le site de la préfecture de région, ainsi que les 2 listes. Donc, il faut bien avoir en tête ce schéma pour l'habilitation, qui décrit l'habilitation et l'instruction. Alors, la campagne d'habilitation des établissements, il y a des étapes clés. La première étape est l'ouverture de la plateforme Soltea aux établissements. Pour l'année en cours, elle a été ouverte le 3 novembre, a été fermée le 16 janvier. Donc, pendant cette période, des établissements demandent le renouvellement, s'ils avaient été déjà habilités l'année précédente, ou un établissement peut demander une première habilitation. Une fois la clôture, les demandes d'habilitation terminées, court la période d'instruction des dossiers par les instructeurs, que je vous ai énoncé précédemment, qui s'est clôturée le 20 mars. Donc, une fois que après le 20 mars, on va passer sur la phase que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire en détail la publication des listes, donc sur le site de la préfecture, pour qu'enfin, une fois que la liste a été publiée, qu'on puisse passer sur l'étape qu'on appelle entreprise, qui vont pouvoir flécher leurs fonds, aux différents établissements, et une fois que les fonds seront fléchés, à des périodes définies, procéder à des versements par la CBC. Alors, on va vous proposer Je vous laisse la main. une petite animation, un petit quiz pour voir si vous avez déjà des connaissances sur les établissements et les organismes habilités ou si vous devinez des éléments. Il y a 2 petites questions, donc on va procéder simplement par une utilisation du chat, question 1 et question 2. La première question, c'est: mon établissement est un lycée professionnel public. Lors de ma demande d'habilitation pour ma prépa métier, quelle catégorie légale dois-je choisir? Alors, les catégories légales de l'habilitation, en fait, sont numérotées. Vous avez du 03, du 11, du 12. L'idée, c'est que vous puissiez là nous envoyer, à votre avis, si vous savez déjà, est-ce que c'est du 03, du 11, du 12? On vous laisse œuvrer et proposer quelque chose dans le chat. Et à côté de cette première réponse, vous pourrez mettre à quelle politique publique c'est rattaché, sachant qu'on vous laisse 3 choix. Est-ce que la prépa métier du lycée professionnel public c'est rattaché à solidarité, insertion et égalité des chances, à travail et emploi ou à orientation? Donc l'idée, c'est que vous puissiez nous envoyer dans le chat 03 travail emploi par exemple, ou 11 solidarité. Je donne pas de réponse en donnant ça. Faites le mariage dans le chat, on vous laisse 2-3 minutes. Et puis après, Monsieur Gillon pourra revenir sur les bonnes réponses. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire des petits points d'interrogation ou ne pas participer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez tenter la chance. C'est peut-être plus facile sur la politique publique, vous pouvez tenter peut-être déjà la catégorie. On va se laisser 2-3 minutes pour que chacun... Ils ont le droit de se lancer. Oui, bon, ça commence tout doucement là. On peut ne pas savoir. On est sur des choses relativement techniques, donc on peut ne pas savoir effectivement. Pour l'instant, j'ai du 03, j'ai du travail emploi. J'ai des points d'interrogation pas mal parce que totale découverte. On se laisse encore 2 minutes. On a peut-être commencé par une question un petit peu difficile.
mais c'est quand même la base de la demande d'habilitation sous Soltea. Donc, voilà, il est préférable d'avoir les idées claires sur la catégorie et la politique publique de l'établissement qui demande une première habilitation. Alors, pour l'instant, j'ai toujours que du 0,3 et du travail-emploi. Bon, ben, écoutez, on va pas les laisser On va donner la réponse, quoi, les réponses. dans l'incertitude, hein. Je vais donner la réponse dans les slides suivants. Normalement, ils devraient pouvoir trouver la réponse. Bon, allez, j'embraye. Allez-y, on va donner la réponse en explicitant un petit peu ces catégories de politique publique avec les éléments chiffrés. Voilà, merci, je continue. Donc, les établissements et organismes habilités à percevoir le solde de la taxe, elles sont classées, enfin, elles sont données dans l'article L6241-5 du Code du travail. Un petit rappel, puisqu'il y a l'article L6241-4 du Code du travail qui précise que les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales et technologiques professionnelles hors apprentissage et insertion professionnelle. Donc, on peut financer les frais de premier équipement, les renouvellements de matériel existant et les équipements complémentaires dans l'une des catégories d'établissements habilités. Donc, on va lister tous les établissements habilités. Donc, vous voyez qu'ils sont rangés par catégorie. Donc, catégorie 1, c'est les établissements publics d'enseignement du second degré, un lycée, ensemble lycée professionnel. Les deux, les établissements d'enseignement privés du second degré à but non lucratif, mais sous condition d'être liés à l'État par l'un des contrats d'association, ou d'être habilités à recevoir des boursiers nationaux ou être reconnus conformément à une procédure de l'article 443-2, c'est-à-dire c'est des écoles techniques privées. Donc là, on a déjà deux catégories qui sont définies. On va voir les autres. Troisième, établissement public d'enseignement supérieur au groupement agissant pour leur compte, c'est les universités, généralement. 4, gérés par les chambres consulaires, tout ce qui est CCI. 5, établissements privés d'enseignement supérieur, donc la privée, mais gérés par des organismes à but non lucratif. 6, établissements publics ou privés, mais alors cette fois-ci dispensant des formations conduisant au diplôme professionnel délivré par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, et de la jeunesse et sport, et seulement délivrés par ces ministères-là. 7, les écoles de la deuxième chance, les établissements publics d'insertion de la défense et les établissements à but non lucratif concourant à des actions de formation professionnelle. 8, établissements et services d'enseignement qui assurent une éducation spécialisée, accompagnement médico-social, je vous ai donné un exemple les IME, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au Code de l'éducation, c'est-à-dire c'est les SECPA et les ULIS. On continue. 9, établissements ou services de l'action sociale des familles, exemple un ESAT, établissement ou service à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés. 11, organismes participant au service public de l'orientation. Donc, c'est une liste établie par le président du conseil régional et c'est là qu'on retrouve les prépas métiers. Voilà, les prépas métiers sont dans la catégorie 11, orientation, qu'on appelle le SPRO. 12, on retrouve les écoles de production. 13, alors là, c'est une liste qu'on appelle la liste nationale qui est publiée tous les 3 ans. Et qui agit, c'est des établissements qui agissent au plan national pour la promotion des formations technologiques ou professionnelles initiales des métiers. Et une dernière catégorie qui est apparue il y a 2 ans, qui est la catégorie 14, c'est les établissements techniques et préparatoires militaires. Alors, les formations professionnelles éligibles, puisque certains établissements de la catégorie 1 à 6 et 12 au solde de la taxe, hors dotation bien sûr, remplissent des conditions suivantes, parce que c'est des établissements qui proposent des formations. Donc les formations, elles sont dispensées dans le cadre de la formation initiale, elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au RNCP, et c'est le RNCP qui est pris en compte au 31 décembre de l'année considérée de la compagnie. Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, selon l'article L813-9 du Code rural et de la pêche maritime. Attention, et là c'est souvent un point qui est un peu délicat au niveau appréciation, mais qui est clair.
les formations initiales dispensées en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat pro, ainsi que celles dispensées dans le cadre de la formation continue pour adultes, ne sont pas éligibles. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas apparaître sur la liste des formations éligibles au solde de la taxe, puisque c'est des formations par apprentissage ou par contrat pro qui sont financées sur la part principale de la taxe d'apprentissage via la prise en charge du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage ou du contrat pro. Dépôt des demandes d'habilitation des établissements-organismes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis quelques années, c'est exclusivement sur la plateforme Soltea. Elle est dédiée à la répartition du solde d'apprentissage, puisque je vous ai dit que les employeurs allaient flécher les fonds sur cette plateforme. Et à partir de 2024, elle est devenue également l'entrée unique pour les établissements. Ces établissements, leur demande de renouvellement ou leur première demande doit se faire obligatoirement sur la Soltea. Donc, ça se présente de la manière suivante. Voilà, c'est mon compte. On retrouve une connexion. Et la connexion, l'identifiant pour se connecter à la plateforme Soltea, c'est un identifiant Net Entreprise. Donc, la plateforme Soltea est aussi l'entrée unique. Et seulement là, sur cette plateforme, avec les services qui vont instruire votre demande, ou dans un autre cas de figure, avec le coordonnateur régional quand il y a des problèmes d'affectation ou de données erronées. Avant de rentrer un peu en détail, soit par la demande d'établissement, soit pour le fléchage des fonds par les différentes entreprises, je reviens sur une petite des quelques données au niveau de la volumétrie des demandes d'habilitation des établissements. Donc là, on est au niveau de la France. La partie grise, c'est pour la campagne la courbe grise, pardon, c'est la campagne précédente 2024-2025, qui avait démarré autour du 13 novembre pour se terminer, je crois que c'était le 8 février de tête. Donc là, on avait eu 11 355 demandes déposées sur Soltea, donc avec seulement 10 949 établissements habilités. Pour la campagne 2025-2026 qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, on voit qu'on a un petit peu moins de demandes, on a des paliers de demandes, et on voit comme d'habitude que toujours c'est à la fin de campagne que les demandes arrivent, et on a un niveau de demande qui est un petit peu plus faible par rapport à la campagne précédente, mais je n'ai pas à ce jour le nombre d'établissements habilités pour la campagne en cours. Donc c'est encore un petit peu trop tôt. Alexia, pas de questions particulières dans le chat? Soit je suis clair. Pas de questions particulières, mais n'hésitez pas, ça me permet de relancer l'intérêt de poser vos questions ou vos remarques parce qu'on est sur des choses forcément très techniques. Donc, n'hésitez pas pour qu'on éventuellement reformule ou reprécise des éléments. Merci. Donc, l'instruction des demandes sur des établissements et organismes est relativement complexe, d'où la variété des établissements, puisque vous avez vu qu'il y avait quand même 14 catégories. Et dans les catégories, on doit associer ça à des politiques publiques. Donc, ce qu'on appelle le périmètre d'instruction regroupe toutes les composantes principales et secondaires. Donc ça, je viendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une composante principale? Qu'est-ce que c'est qu'une composante secondaire? Pourquoi il faut faire une composante secondaire? Et dans quel cas doit-on en faire une? Présente dans un dossier de demande d'habilitation pour lesquels un service instructeur est responsable de l'examen et l'avis d'instruction. L'idée, c'est que la demande aille vers le bon instructeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le périmètre d'instruction et est défini par le coordonnateur régional, donc qui établit une table de correspondance. Celle-ci est transmise à la Caisse des dépôts, puisque c'est la Caisse des dépôts qui, elle, va mettre ce qu'on appelle la matrice d'affectation sur la plateforme Soltea pour trier les demandes et les affecter correctement. Donc, chaque composante, établissement principal ou établissement secondaire, saisi dans le dossier doit être renseigné selon 3 critères obligatoires. Et c'est vraiment là où la difficulté est pour les établissements, parce qu'ils ont beaucoup de mal à savoir quelle catégorie juridique et surtout quelle politique publique. Donc, premier critère, la catégorie juridique. On vient de le voir. Dans la liste, dans les 14 catégories, votre établissement doit rentrer dans une des 14 catégories.
S'il ne rentre dans aucune catégorie, en toute logique, votre établissement ne peut pas être éligible au solde de la taxe. Ensuite, la catégorie juridique est insuffisante pour trier et affecter les demandes. Donc, le deuxième critère, c'est la politique publique. Alors ça, c'est une notion qui est assez compliquée. Je vais vous exposer un petit peu de quoi ça retourne, mais c'est souvent là où bon nombre d'établissements se trompent dans la politique publique. Et la dernière chose, ça c'est beaucoup plus facile, c'est le département, puisqu'en fonction du département, vous pouvez avoir des instructeurs différents. Le département, il est pris sur le code postal, donc ça c'est tout simple, vous n'avez rien à faire au niveau de l'établissement. Donc ces combinaisons de 3 critères, on va le voir après, c'est assez, on va dire, insipide, mais il faut passer par là si vous voulez que la demande arrive au bon endroit. Donc la combinaison de ces 3 critères constitue la clé d'affectation dans la table de correspondance et permet ainsi d'identifier, en fonction de ces critères, le service instructeur compétent. C'est-à-dire que ça se fait automatiquement, la matrice va trier automatiquement et affecter automatiquement. S'il y a une erreur, on verra ce que ça donne. Il y a toujours possibilité de corriger, mais quand même préférable que les 3 critères soient exacts dès le début du dépôt de la demande. Je ne vois pas de questions, donc je vais continuer. Alors, je vais vous montrer la matrice d'affectation. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on ne va pas trop s'y attacher, mais que vous puissiez voir la complexité de l'affectation d'un établissement au bon instructeur. Donc là, vous retrouvez dans les colonnes du tableur qui est présenté, dans la partie gauche, en vert, le service instructeur concerné. Donc, on les retrouve, ARS, DRAFT, rectorat, université. Et dans la partie droite en rouge, vous retrouvez la compétence, la catégorie légale, excusez-moi, le périmètre administratif, la politique publique et le département. Et en fonction de la combinaison de ces 3 critères, vous allez être affecté à un instructeur. Donc sur l'interface Soltea qui est présentée en bas à droite, on retrouve le service instructeur, la partie verte, et ensuite, on retrouve les 3 critères, le critère de la catégorie légale, le critère de la politique publique et le critère du département. C'est-à-dire, le tri de tout ça va amener l'établissement au bon instructeur, c'est-à-dire dans la case verte. Alors, on va y venir. Peut-être il y a une question, oui, sur le domaine. Alors, la politique publique, oui, c'est quelque chose qui est toujours un peu sensible. Alors, la politique publique, elle a été définie par la Caisse des dépôts et consignations, puisque quand on a commencé à travailler dans la matrice, on s'est aperçu que la catégorie légale et le département étaient insuffisants pour affecter correctement les différents établissements. Donc là, Caisse des dépôts et consignations, en concertation avec les mandants, les différents ministères, ont choisi de définir un nouveau critère, c'est le périmètre administratif, ce qu'on appelle la politique publique. Alors, moi, j'étais un peu surpris aussi, parce que c'est une notion qui est un peu vague, mais bon, c'est ce qui a été choisi pour pouvoir affecter plus finement les établissements. Alors, on va prendre un exemple. Je regarde le temps, que je sois bien dedans. Alors, on va prendre un exemple. Exemple d'affectation pour les formations de la composante principale d'un lycée professionnel public. Je reviendrai dans les slides suivantes, la composante principale et la composante secondaire ou les composantes secondaires, l'utilité d'avoir scindé sa demande, on va dire. Donc, c'est un lycée professionnel public et il va déclarer ses formations habilitées. Donc, c'est un lycée professionnel public, donc catégorie 1, établissement public d'enseignement du second degré. La politique publique, elle semble assez logique dans la liste des politiques publiques, c'est enseignement scolaire. Et le département, c'est un lycée du département 25. Donc, la combinaison, me permet de revenir à la slide précédente, la combinaison de 1, enseignement scolaire, département 25, affecte au rectorat de Besançon. Donc, l'établissement est orienté directement vers l'instructeur, qui est l'instructeur du rectorat de Besançon.
Et effectivement, si la politique publique choisie avait été solidarité, insertion, égalité des chances, parce que vous ne saviez pas trop quelle politique choisir, bah, l'établissement aurait été affecté, puisque je reviens sur le tableau, bah là, il n'y a aucune combinaison qui donne cette catégorie légale, cette politique publique et ce département à un instructeur, donc elle se retrouve sans instructeur. Si elle se retrouve sans instructeur, elle est obligatoirement orientée vers le panier du coordonnateur régional. Donc, le coordonnateur régional va reprendre la demande et vérifier les données, catégories, politique publique, département, et va sans doute, moi je l'ai fait régulièrement, prendre contact avec des établissements pour préciser souvent la politique publique qui a été mal choisie. Sachant qu'une fois que votre demande a été déposée, quand vous renouvelez votre demande, vous n'avez pas changé généralement de catégorie publique, ni de catégorie légale, ni de politique publique. Donc une fois que c'est fait, une fois que les données sont stabilisées, on n'avait généralement pas besoin de changer vos données, vos 3 critères. Sauf si vous faites une nouvelle demande pour une composante, par exemple, secondaire. On va pouvoir, sur cet exemple-là, d'un lycée qui a une demande qui est très bien structurée et qui va permettre pour chaque composante, pour la composante principale et les composantes secondaires, pouvoir les affecter aux bons instructeurs. On commence par donc c'est un lycée professionnel, on voit que la composante principale de cet établissement est affectée au rectorat de Besançon. Donc, on ouvre cette composante principale et on remarque sur cette composante principale, c'est une catégorie 1, établissement public, politique publique, enseignement scolaire, département du Doubs, donc c'est bien affecté au rectorat de Besançon. Et comme c'est une catégorie 1, l'établissement doit consigner les formations associées à sa demande. Donc là, on voit une première formation, il y en a d'autres, je ne les ai pas toutes mises. Sur cet établissement, on voit aussi 2 composantes secondaires. La première composante secondaire qui a été créée, toujours dans l'établissement principal, là on crée une composante secondaire, rattachée au SIRET de l'établissement principal, puisque le SIRET est défini pour l'établissement principal. On voit que cette deuxième composante est une prépa métier. Donc, une prépa métier, on l'a vu, n'est pas instruite par le même instructeur, mais instruite par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, puisque quand on va voir la demande, c'est une catégorie 11, orientation, avec une politique publique, orientation. Et on est toujours sur le département 25. Donc, c'était la réponse à la question précédente du petit quiz qui vous dit que pour une prépa métier, dans un établissement principal scolaire, vous devez créer une composante secondaire pour pouvoir définir une nouvelle catégorie légale, différente de celle de la catégorie légale de l'établissement principal, pour pouvoir l'orienter vers un autre instructeur. Et cet établissement, il a en plus une MLDS, donc qui crée une deuxième composante secondaire, qui est instruite par le comité régional, le conseil régional, pardon, et lui, cette demande se retrouve toujours sur la catégorie 11, orientation, et avec le même département. Donc là, je pense que certains peuvent dire, mais pourquoi 2 composantes alors que c'est le même instructeur, c'est la même catégorie légale et c'est la même politique publique? Ça va permettre, lors de la campagne de fléchage par les entreprises, que les entreprises puissent distinguer la prépa métier de la MLDS. C'est-à-dire que le fléchage peut être sur l'un ou sur l'autre. Si vous mettez tout dans la même composante secondaire, il n'y a pas de distinction entre la prépa métier et la MLDS. Une fois que l'instructeur, donc sur cette interface, a pu vérifier les données, que les données soient correctes, il peut donner un avis favorable. Si jamais il y a besoin de précision sur une formation, sur quelle que soit la donnée
erronée, il peut renvoyer la demande à l'établissement en précisant sa demande. L'établissement répond à la demande et renvoie une nouvelle fois sa demande à l'instructeur. Donc ça, c'est un dispositif d'échange qui a été mis en place par la plateforme Soltea pour que les instructeurs puissent échanger directement avec les établissements quand ils ont besoin de précisions ou de documents supplémentaires. Pas de questions particulières. Je pense que ça peut éclairer la politique publique, enfin la catégorie, la politique publique et le département, et comment une demande doit être organisée en fonction de l'instructeur concerné. Alors, une fois que toutes les demandes ont été instruites par les différents instructeurs, la campagne est terminée. Là, il faut extraire de la plateforme Soltea les 2 listes, puisque il y a 2 listes distinctes à établir. Donc, le représentant de l'État dans la région arrête et publie 2 listes, au plus tard, fin du 2e trimestre de l'année suivant suivant celle au titre de l'année de laquelle la taxe d'apprentissage est due. C'est-à-dire, là, on va publier en 2026, alors que c'est le solde de la taxe pour l'année 2020, au titre d'année 2025. Donc, la première liste, c'est la liste des formations dispensées par les établissements et services des écoles établies en région, donc catégorie de 1 à 10, catégorie 12 et 14. Et une deuxième liste, qui est la liste communiquée par le président du conseil régional pour les organismes participant au service public d'orientation tout au long de la vie, c'est-à-dire la catégorie 11. Ces 2 listes étant extraites de Soltea, on a vu précédemment qu'elles sont proposées au CREFOP qui doit donner un avis. Alors, je vois des questions, mais peut-être qu'on reviendra sur des questions plus tard, parce que je vois qu'elle a l'air assez dense. Oui, On pourra peut-être revenir on après. les collecte pour la fin du webinaire. D'accord, très bien. Merci. Alors, ceci est régi par une inscription nationale qui est parue au bulletin officiel de l'éducation nationale. Je vous y renvoie si vous voulez plus de renseignements. Donc, cette fois-ci, on va arriver à la dernière partie, c'est-à-dire que la liste est publiée, ça y est, c'est acté pour l'année en cours. Soltea va ouvrir la plateforme aux employeurs pour qu'ils puissent flécher les crédits, flécher leur solde de la taxe. Donc, l'employeur a accès à un moteur de recherche, il se connecte sur Soltea, qui permet de restituer, donc il va pouvoir avoir accès à des établissements, à plusieurs formations, à une composante, un sous-établissement identifié par un UAI ou un autre code. Petite précision, je l'ai dit tout à l'heure, le virement des fonds sera toujours à destination de l'établissement que j'appelle principal, c'est-à-dire celui identifié par son SIRET et ses coordonnées bancaires. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont un établissement principal et des établissements secondaires, je pense aux universités par exemple. Donc l'employeur peut faire une recherche par SIRET, par raison sociale, par UAI, par code NRNCP, par intitulé de diplôme, par niveau de diplôme, ainsi que par sa localisation. C'est-à-dire tout est ouvert pour qu'un employeur retrouve un établissement ou une formation. Donc je vais là vous détailler un petit peu le parcours employeur, c'est-à-dire l'interface employeur, le moteur de recherche qui permet d'accéder aux établissements. Donc vous voyez que l'employeur recherche par nom d'établissement, par SIRET, par code UDI ou par localisation, c'est la première interface. Et en dessous, l'employeur recherche par intitulé de formation, niveau de diplôme ou titre de diplôme. C'est tous les critères possibles. Alors, j'ai juste attiré votre attention, c'est qu'on voit apparaître les crédits restants, 100%, parce qu'au démarrage de la campagne de fléchage, les crédits disponibles par l'entreprise, qui sont disponibles pour le solde de la taxe, les crédits totaux, ne sont pas encore affichés. Ils seront affichés un petit peu plus tard dans la campagne de fléchage. Ça, c'est une histoire de remontée sur la DSN et de mise à disposition des fonds à la CDC. Donc, il faut attendre un petit peu. Donc, au début, ils ont juste un pourcentage pour pouvoir flécher tant de pourcents sur un établissement ou une formation. Avec cette recherche, on voit que l'employeur consulte ses résultats. Donc, on voit qu'il avait cherché Polytech,
C'est un exemple, hein, pour pas il est ce qu'il est. Polytech, on voit qu'on trouve l'école polytechnique, universitaire polytechnique, polytechnique. Polytech, ça a été recherché, c'est ce mot-là qui a été recherché dans toute la base de données. Il ne savait pas trop. Voilà. Donc là, je continue sur un autre exemple. Donc il va sur l'établissement, sur la formation. Là, il est sur un établissement, voilà, quelconque, et il va répartir son solde. Donc, il peut répartir le solde, son fléchage au niveau de l'établissement, aux composantes ou formation. On voit établissement ou formation de l'établissement. Il a choisi d'attribuer à les formations de l'établissement. Donc, une fois qu'il a cliqué là-dessus, toutes les formations éligibles au solde de la taxe qui ont été renseignées sur Soltea s'affichent. Et il peut, par exemple, choisir 2 formations, ou choisir toutes les formations, ou choisir d'attribuer, par exemple, à l'établissement. Il a totale liberté. Et ensuite, il choisit le montant, et là, cette fois-ci, en pourcentage, qu'il va attribuer. Sur ce slide, je vous rappelle la campagne d'habilitation 2025, donc c'est dans la partie haute. Donc en 2025, la campagne d'habilitation s'est arrêtée au mois de début avril. La DSN a été remontée le 5 ou le 15. La première période de fléchage pour la campagne précédente, c'était du 26,5 au 27,6. Et on voit que dans la en fin de première période de fléchage, les montants cotisés étaient disponibles dans l'interface entreprise. C'était plus 100%, c'était le montant à disposition de l'entreprise. Un premier versement aux établissements le 11 juillet, une deuxième partie de fléchage jusqu'au 24 octobre, avec un deuxième versement aux établissements le 7 novembre. Et dernière échéance, le reliquat, puisque tous les fonds ne sont pas fléchés par les entreprises, le reliquat était versé le 27 novembre. Donc on reviendra sur le reliquat, comment il est versé, quels sont les critères du reliquat. Pour la campagne actuelle, campagne d'habilitation 2025-2026, donc fin des dépôts des demandes le 16 janvier, fin de l'instruction le 20 mars. La première période de fléchage commencerait le 26 mai et serait beaucoup plus longue que l'année dernière. Ça, c'est un choix qui a été fait par Soltea en fonction des fléchages. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, la première campagne de fléchage s'arrête le 28 août avec un premier versement le 1er septembre. Deuxième campagne de fléchage, deuxième période de fléchage du 3 septembre au 21 octobre. Deuxième versement le 5 novembre et versement du reliquat le 26-11. Et vous voyez que tout de suite, la campagne d'habilitation pour l'année d'après démarre, puisqu'elle démarre généralement début novembre, on repart sur une campagne. Ce qui est bien avec le solde de la taxe et Soltea, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est un éternel recommencement. On va aller sur quelques chiffres. Alors, les chiffres que je vous donne sur la campagne de répartition 2025, puisque 2026, vous avez vu qu'elle n'a pas encore commencé. Donc, les établissements bénéficiaires pour la campagne 2025, sur les 10 676, il y en a eu 10 949 habilités, ce qui représente 97,5% des établissements. Alors, pourquoi il y a plus d'établissements habilités que ceux qui sont inscrits? Parce que c'est en campagne, il y a des établissements qui n'ont pas pu, qui ont eu des problèmes. Donc, il y a toujours des établissements qui sont rajoutés, ce qu'on appelle à la main, manuellement, dans pour l'habilitation et sur la plateforme Soltea. 9 994 établissements ont reçu au moins un fléchage, soit 91,25%. Entreprises assujetties au solde de la taxe, nombre d'employeurs assujettis 1,4 million. Et on voit qu'on a 458 entreprises assujetties au solde qui ont créé un compte utilisateur. Alors ça, je le précise parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à un cabinet ou un organisme qui va s'occuper du versement du solde de la taxe pour eux. Donc, il y a ce qu'on appelle des groupements, la création de groupes d'entreprises pour le versement de la taxe.
745 000, un peu plus de 745 000 entreprises ont réalisé au moins un fléchage. Et au total, on a quand même 8 110 774 fléchages ont été réalisés par les employeurs à destination des établissements principaux, composantes ou formations. Vous voyez qu'il y a quand même une activité intense sur la plateforme Soltea pendant les périodes de fléchage. Donc, c'est quand même une plateforme qui a une grosse activité lors de l'ouverture aux employeurs. Allez, je fais une pause. On est... On va revenir sur un petit quiz avant de terminer et de reprendre les questions. Donc, même logique que la dernière fois, vous répondez dans le chat. Donc là, ça va être des chiffres en euros et en pourcentage. L'idée, c'est d'avoir un petit peu une idée du volume que ça peut représenter, tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, première question, en 2025, quel était le montant des fonds collectés à répartir? Donc, vous avez 3 possibilités, à voir celle qui vous semble la plus cohérente. Et puis, l'idée, c'est de savoir également, deuxième question, quel était le pourcentage des fonds fléchés par les entreprises? Là, pareil, vous avez 3 possibilités de pourcentage avec voilà, une tendance qui vont peut-être ressortir de vos réponses. Donc, vous pouvez répondre en une seule fois avec les 2 éléments en euros et en pourcentage. Et on va voir ce qui ressort un petit peu du chat. Il y a moins de risques là. Il y a moins de risques à répondre. Vous avez le droit de vous tromper. Vous n'êtes pas obligé de savoir les chiffres collectés sur le solde de la taxe, mais quand même sur une partie quand même relativement spécifique. C'est juste pour que vous ayez un ordre de grandeur et vous puissiez vous Oui, rendre compte. c'est surtout pour avoir une représentation un peu fine des éléments de... Donc, on vous laisse pareil, on va se laisser 2 minutes. Oui, vous pouvez, faut pas hésiter à répondre, hein. Vous avez tout à fait le droit de vous tromper. Alors, pour l'instant, j'ai une proposition, 2 propositions, des points d'interrogation. On a du 356, du 522, du nouveau 356, avec 58% pour le pourcentage. Ça se lâche un peu. Ça va. On est beaucoup sur le 356 sur les euros. 356 millions. En général, on prend le médian. Et sur la répartition, on est sur le 58 ou le 75%. On va vous laisser peut-être donner la réponse du coup. Oui, on va continuer. On va pas les laisser dans l'incertitude. Alors, bah, le Fonds national, c'était 522 millions d'euros. On en avait 498 millions d'euros pour 2024 à répartir. Le montant total réparti par les employeurs était de un peu plus de 394 millions, ce qui représentait 75,38%. Le montant... On a des réponses partielles. Bravo à ceux qui ont mis l'un ou l'autre. Oui, en combinant les réponses, on arrive à la bonne réponse. Donc, le montant non affecté par les employeurs, c'était un peu plus de 128 millions d'euros, c'est-à-dire 24,68. Et c'est ce qu'on appelle le reliquat, et le reliquat réparti via l'algorithme, que je détaillerai un petit peu après. Il y a un peu plus, parce qu'il y avait des reliquats N-1 et des annulations, c'est-à-dire qu'il restait un peu d'argent non distribué sur la campagne précédente. Donc, on voit aussi en dessous les fonds. Alors, j'ai pas les fonds 2025, je m'excuserai, mais 2024, ça varie pas beaucoup, hein. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, les montants fléchés représentaient 11,5 millions d'euros, c'est-à-dire 3%, à peu près 3% des montants nationaux. C'est à peu près la part de notre région, hein. Entre 3 à 4% quand il y a des chiffres, on est toujours dans ces valeurs-là. Et le montant moyen fléché était de 17 000 euros. Bon, c'est un montant moyen, bien sûr, hein. Donc, la campagne de répartition, comme je vous ai dit l'année dernière, il y a eu un premier versement, hein. Donc, le premier versement, c'est uniquement les fléchages qui ont été faits à 100% des fonds disponibles pour l'entreprise. Donc, ça a été fléché sur 8 502 établissements, ce qui représentait 124 384 516 euros. 32%, c'est 32% du montant total fléché. Et sur le deuxième versement, il était très court, hein, le premier versement l'année dernière, la période était courte. Par contre, le deuxième versement, la période était beaucoup plus longue. Donc là, il y a eu 9 507 établissements ciblés, ce qui représentait les 68% restants, c'est-à-dire à peu près 270 000 euros. Les reliquats des fonds non fléchés par les entreprises, ça c'est souvent quelque chose, je suis interrogé sur
comment c'est fléché, ces reliquats, ce qui n'a pas été fléché, enfin, ce qui n'a pas été fléché par les entreprises. Donc, on a vu l'enveloppe totale en 2025 était de 128 millions d'euros. Donc, le reliquat se découpe en deux parties. Il y a une enveloppe métier en tension à hauteur de 60% et une enveloppe géographique à hauteur de 40%. Donc, sur l'enveloppe géographique, ce qui représentait un peu plus de 51 millions d'euros, à peu près pareil qu'en 2024. Donc, le reliquat généré par les employeurs d'une même région est réparti à part égale entre tous les établissements habilités de leur région. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour la Bourgogne-Franche-Comté, ça a représenté en 2025, oui, ça c'est 2025, 1,6 million d'euros, toujours à peu près 3% du coût. La deuxième enveloppe métier en tension, donc là, on est à hauteur de un peu plus de 77 millions d'euros. C'est indépendamment de la région, le même montant est assigné à toutes les formations en tension habilitées en 2024-2025. Une formation identifiée sur plusieurs métiers en tension touche un seul montant dédié aux formations métiers en tension. Un établissement avec plusieurs formations portant le même code RNCP, ça peut arriver, il y a des colorations, des variations, des options, des fois dans certaines formations, touche un seul montant dédié aux formations métiers en tension, sachant que les deux peuvent être cumulables. Alors, pour l'année dernière, pour les métiers en tension, les métiers en tension ciblés pour la région Bourgogne-Franche-Comté sont les suivants. Donc là, vous avez la liste des métiers qui a été identifiés, donc agents de maîtrise, BTP, dessinateur, médecin, expert, technicien. Voilà. Donc après ces métiers, faut lier les diplômes. Alors là, mais je n'ai pas plus d'informations que ça, puisque c'est fait par un algorithme qui doit identifier les diplômes qui sont associés aux métiers en tension. Et comme c'était précisé, les formations identifiées sur plusieurs métiers en tension touchent un seul montant dédié aux formations métiers en tension. Touche qu'une seule fois. Voilà, j'en ai à peu près terminé sur tout ce mécanisme qui peut paraître un petit peu compliqué à quelqu'un qui le découvre, mais qui met quand même en jeu, vous avez vu, des fonds assez importants. Donc, la plateforme Soltea permet de mettre tout ça en musique pour que ça arrive dans les caisses des établissements habilités. Alors justement, on va peut-être reprendre les questions. Il y avait une question sur l'habilitation qui était de dire, dans un établissement, imaginons un établissement scolaire, est-ce que les composantes, c'est l'exemple que vous avez pris tout à l'heure avec l'établissement principal et puis après 2 composantes spécifiques, est-ce que les composantes se créent automatiquement en fonction du SIRET? Est-ce que c'est la personne qui complète la fiche au moment de la création au niveau de l'établissement? Comment ça se passe? Oui, très bonne question, merci. C'est souvent problématique pour les établissements et je le comprends tout à fait. Et quand je prends la main avec les établissements, parce que vraiment, là, il y a des incohérences dans les données saisies, je le fais de nombreuses fois, c'est pas évident. Alors, quand vous faites votre première demande, vous allez créer votre établissement principal. Vous créez avec votre établissement, donc il va créer un établissement principal. Ça, c'est Soltea, avec le SIRET. Dans cet établissement, comme on voit dans l'exemple qui est là, l'établissement Jouffroy d'Aban, composante principale, cet établissement principal, il est au SIRET, il est répertorié catégorie 1 parce que cet établissement, ce lycée professionnel, il veut mettre ses formations. Il empile toutes ses formations. Alors, une petite chose, un instructeur habilite l'ensemble des formations ou pas. C'est-à-dire que s'il y a une formation qui est non éligible, il ne peut pas valider les autres. C'est-à-dire que l'établissement, s'il y a une formation qui n'est pas habilitable, l'instructeur le prévient et l'établissement doit l'enlever. Tant que ce n'est pas fait, l'instructeur ne peut pas habiliter. On ne va pas jusqu'à la maille de la formation. On va à la maille de la composante. Autrement, c'est beaucoup trop compliqué. Et ça serait extrêmement fastidieux pour les instructeurs d'aller valider formation par formation. Ça peut se comprendre, puisque
Comme j'ai dit tout à l'heure, la liste qui est publiée, elle fait 2170 lignes, hein, donc ça fait un peu beaucoup. Donc, pour répondre à la question, si cet établissement-là, lui, quand il a créé sa demande, il dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma prépa métier et de ma MLDS?» Donc, il a créé une composante. C'est-à-dire, vous créez une composante et cette composante, elle va être sous l'effigie de l'établissement principal. Donc, cette composante n'aura pas de siret. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un UAI. Et cette composante, vous allez pouvoir, comme on a vu tout à l'heure, changer la catégorie légale et changer la politique publique. Et ça c'est ce qui a été fait pour la prépa métier. Donc, en changeant la catégorie publique, en la mettant en 11, en mettant la catégorie légale 11 et la politique publique orientation, et bien là, cette fois-ci, la composante secondaire prépa métier est affectée à un autre instructeur. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas dissocier des catégories différentes dans votre demande. Et c'est pour ça que la composante, elle existe. Les composantes secondaires existent. C'est pour pouvoir, à l'intérieur d'un établissement, avoir plusieurs périmètres d'instruction. Donc là, cet établissement est allé jusqu'au bout en dissociant la MLDS de la prépa métier alors que c'est la même catégorie légale et la même politique publique, parce qu'il a bien voulu séparer les deux pour bien identifier au niveau de l'employeur, par exemple, qui veut flécher, admettons qu'il voudrait tout simplement vouloir flécher sur la prépa métier, mais pas sur les MLDS. C'est un exemple, hein, voilà, c'est un choix qui a été fait sur l'établissement. Moi, je trouve pertinent, parce que ça permet de bien dissocier, même si c'est les mêmes catégories légales, même politique publique, donc le même instructeur, ça me paraît logique. Merci. Il y avait, d'autres questions, donc on continue, Oui, cette fois-ci, c'était plutôt côté, vision, au niveau de la plateforme Soltea, côté entreprise. Est-ce que, du coup, il est possible, de visualiser, la fiche établissement? C'est-à-dire, comment les entreprises voient la fiche établissement? Donc nous, on est rentré là un peu sur les 2 aspects, la fiche établissement côté établissement habilité. On a vu la recherche côté entreprise. Là, la question, c'est si on se place du côté d'un établissement, comment l'établissement peut voir la fiche telle que les entreprises la voient, quand ils se connectent à la plateforme? Et est-ce qu'il y a des possibilités pour, aiguiller encore davantage par rapport au moteur de recherche? Là, la question, c'est par exemple un QR code qui renverrait directement sur la fiche Ah, d'un d'accord. établissement ou, voilà, de faire Alors, du lien. On est sur des questions oui, de je communication. comprends. Je comprends. C'est toujours pour la campagne. Quand on fait une campagne envers les employeurs pour qu'ils vous versent le solde de la taxe, on aime donner un maximum de renseignements. Alors, je suis un peu désolé parce que la plateforme Soltea, c'est une plateforme qui est cloisonnée par sécurité. Moi, j'interviens sur la partie dépôt et instruction des demandes. La partie employeur, mais totalement étrangère. C'est-à-dire que je n'y ai absolument pas accès en tant que coordonnateur régional. C'est Soltea qui gère directement ça avec les employeurs, des remarques, des concertations au niveau des employeurs. Les copies que je vous ai données, c'est les seuls éléments que j'ai pu obtenir. Donc effectivement, Soltea essaie au maximum de simplifier la recherche, le parcours employeur. Ce que je vous ai présenté, c'est le parcours employeur de l'année précédente. Je pense que cette année, il risque d'avoir des modifications puisque l'année dernière, on ne pouvait pas afficher la somme, hein, on voyait que le pourcentage. Là, ils ont travaillé sur la somme. Vous avez vu que c'est relativement complexe, que les sommes sont déphasées par rapport aux pannes de fléchage. Donc, ça demande un gros travail au niveau de la base de données Soltea. Est-ce qu'ils vont simplifier encore le parcours d'un employeur, un QR code ou autre chose, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre puisque c'est pas du tout. Je ne suis pas du tout consulté dans cette partie du parcours employeur parce que c'est pas du tout mon rôle. Je suis plutôt consulté dans l'interface établissement et dans l'interface instructeur. Désolé, hein, mais il y aura sûrement des nouveautés, hein. Sur Soltea, vous pouvez aller, je suis une entreprise et aller voir un petit peu toutes les possibilités qu'a l'entreprise pour flécher ses fonds.
il y aura sûrement des nouveautés. Merci. Alors après, on revient sur la question de tout à l'heure, encore sur les composantes, hein, ça fait réagir. La question, c'est, la personne dit: «Si je comprends bien, dans les composantes, on devrait retrouver toutes les formations dispensées au sein d'un établissement». Alors, je dirais, tout dépend de l'établissement. Là, il faudrait que je réponde sur un établissement. Dans l'exemple que je vous ai présenté, l'établissement principal, c'est l'établissement support, c'est l'établissement de la catégorie 1 qui va dispenser des formations. Donc, c'est pas on peut pas combiner avec des composantes, où il y a une composante où il y aurait d'autres formations. Ça se fait pas, ça n'existe pas. Là, l'établissement, il a des formations éligibles et il a une spécificité, c'est qu'il accueille une SECPA et une ULIS. Donc, c'est d'où la création de 2 composantes. Pour vous donner un autre exemple, les universités, par exemple, les universités, elles créent un établissement principal qui est l'université, le siège, et ensuite créent une ribambelle de composantes principales qui peuvent être les IUT, les STAPS, les différentes entités de l'université. Et chaque composante de l'université, si je prends un IUT par exemple, l'IUT, il se retrouve en composante secondaire et là, il va lister ses formations. Ça n'empêche pas d'une composante secondaire de lister des formations. Ça n'a rien à voir. Sauf que l'établissement principal, admettons, là, dans le cas précis, c'est l'université, elle ne dispense pas de formation, c'est ses composantes secondaires qui dispensent des formations. Mais tout ce qui va se rattacher, par exemple, à l'université, en versement, se fera sur le SIRET de l'université, établissement principal. Avec bien sûr les choix qui ont été faits par les entreprises. Et puis après, on peut peut-être revenir sur ce que vous avez dit au départ, c'est pas forcément toutes les formations parce qu'il y a la question de l'éligibilité des formations. Voilà, c'est que les formations, elles doivent être éligibles. Voilà. Qui exclut, les formations, en alternance, contrat pro, contrat d'apprentissage, hein. Il y a peut-être cette question-là derrière. Du coup, si on est sur, des formations, ouvertes, financées par, des contrats en alternance sur l'autre partie de la taxe d'apprentissage, on va pas aller chercher en complément, le solde de la taxe d'apprentissage. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il y aura pas forcément toutes les formations. Ça peut arriver que dans certains établissements, par exemple les établissements scolaires, vous avez des formations qui sont, sous statut scolaire temps plein. Donc là, elles sont éligibles, puis vous avez 2 ou 3 formations qui se font sous statut d'apprenti. Donc ces formations-là n'ont pas à apparaître dans la liste des formations. Et certaines formations, les formations, on rappelle bien qu'elles doivent être, associées à un RNCP valide au 31 décembre de l'année considérée. Mais ça, Soltea le fait très bien, il suffit de taper, Il y a une mixité RNCP, de il vous dit statuts, c'est-à-dire si la part principale, elle est en formation initiale, mais qu'il y a des compléments en alternance, est-ce qu'il y a un quota ou quelque chose, il y a un critère, est-ce que c'est pas éligible parce qu'il y a un contrat d'apprentissage dans la totalité de la formation ou est-ce que du coup il y a alors la mixité est autorisée. d'accord. C'est-à-dire qu'il peut avoir, des apprentis et des alternants, pardon, et des, temps plein, hein, enfin des scolaires ou des Mmh. étudiants. À partir du moment où il y a des étudiants ou des scolaires, la formation est éligible. D'accord. Je pense qu'on a repris la totalité des questions du chat. On est bien. Et en plus, on arrive sur notre timing à midi un peu passé. Donc, Christine, je pense que on peut te redonner la parole. Oui, ben oui, merci. En tout cas, je souhaite, remercier monsieur Gélon pour, cette présentation et surtout l'apport de précision, hein, extrêmement riche, pour, comprendre, mieux comment fonctionne ce mécanisme. Donc merci encore, monsieur Géon pour, votre intervention. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Eh ben, je me joins aux remerciements parce que c'est pas simple de présenter des choses qui sont très techniques et très précises. Donc, en plus, le support avec les schémas est très guidant. Donc, on reprendra des choses dans l'infographie pour que vous ayez les schémas. Je rappelle qu'en nous quittant là, vous allez avoir accès à une petite enquête, qui nous permet de faire de l'amélioration continue. Donc, merci, hein, de compléter, les quelques questions qu'on vous pose sur, votre satisfaction par rapport, à l'animation, au rythme, etc. Et puis sur la dernière partie, on vous demande
demande quels thèmes peuvent vous intéresser pour les prochains temps forts. Donc, n'hésitez pas à être très précis sur les thématiques, hein, de manière à ce que le comité éditorial, du coup, puisse rebondir sur vos propositions et qu'on puisse programmer quelque chose sur la suite. Merci Alexa. Donc, bien, en fait, les temps forts, on continue, hein, et le prochain épisode sera consacré aux solutions concrètes d'aménagement du handicap en formation. Et nous aurons donc 2 témoignages, l'un d'un apprenant et également donc d'un référent handicap pour donc nous illustrer comment cela se fait. Donc, voilà, et l'inscription est en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À Merci, à bientôt. bientôt pour les Bon. prochains temps forts.